Mes très chers baladonautes, bienvenue pour cette nouvelle chronique. Je vais vous conter une histoire vraie, tirée des annales judiciaires, mais au lieu de me concentrer seulement sur l'histoire telle que la justice l'a retenue, je conclurai par une interprétation personnelle, ce que je pense être la vérité, ce qui s'est réellement passé et que la justice n'a malheureusement, ou heureusement, pas pu considérer. En premier lieu, je dois vous avertir que, si l'histoire est vraie, l'interprétation finale est purement personnelle et n'engage que votre hôte. L'exercice, purement intellectuel, n'a pas pour vocation de vilipender, dénoncer ou clouer au pilori, mais simplement de divertir en apportant un autre point de vue, d'autres hypothèses ou perspectives fondées toutefois sur les éléments de l'enquête. Il ne s'agit pas non plus d'un exercice régulier, qui ne remplace en rien un vrai procès, avec de vraies preuves. L'objectif n'est toutefois pas de condamner, mais de montrer, preuves à l'appui, que la vérité découle de l'interprétation des mêmes événements factuels. Toutes les différences, tous les désaccords reposant sur ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. En second lieu, je dois préciser que cette chronique sera entièrement en format audio afin que vous puissiez suivre cette histoire tout en vaquant à vos occupations quotidiennes. Aujourd'hui, nous appellerons cette histoire l'affaire Philippe Gléty, en hommage à la victime. Saint-Paul en Jarret. C'est dans cette petite ville que Philippe Gléty, 47 ans, habite avec sa femme Stéphanie. Philippe est un entrepreneur à succès, patron d'une petite entreprise de menuiserie florissante qu'il tient depuis 15 ans, qu'il a créée tout seul et embauchant dès lors près de 50 employés. Son entreprise est pour ainsi dire son bébé. Malgré sa réussite, il est très apprécié car il reste proche de ses salariés. Le 27 février 2012, Stéphanie a prévu de manger avec son mari car elle ne travaille pas ce jour-là. Le repas est prêt mais Philippe n'est pas là, ce qui n'est pas normal car ils ont l'habitude de manger ensemble. Elle cherche à le joindre, sans succès. Pire, lui qui d'habitude répond à ses SMS, reste étrangement silencieux. Le midi passe, puis l'après-midi. Inquiète, elle appelle les gendarmes. Mais Philippe est adulte, sans problème de santé particulier. Il n'y a donc aucune raison pour eux de s'inquiéter. Et ils vont s'évertuer à la rassurer. Mais son absence se prolonge. Ni la nuit, ni le lendemain matin, aucun signe de vie. Rien. Alors, elle décide de se rendre en personne chez les gendarmes. Et elle n'est pas la seule à s'inquiéter. Certains employés sont également inquiets car il n'est pas dans les habitudes de leur patron de partir en laissant son entreprise sans supervision. Les gendarmes comprennent alors que cette situation est réellement anormale et ouvrent en conséquence une enquête pour disparition inquiétante.
Lorsqu'une personne disparaît, le premier objectif est de retracer ses habitudes et déterminer le moindre événement inhabituel. Ce lundi 27 février 2012, après avoir déposé ses enfants à l'école, Philippe Gléty passe sur le chantier de sa maison en construction, non loin de là. Vers 9h, il arrive dans les locaux de son entreprise et salue ses employés comme il le fait chaque matin. Vers 11h, il quitte les lieux sans préciser où il va et part en voiture. Depuis, personne ne le reverra jamais. Les enquêteurs commencent par interroger tous les employés, mais rien ne semble expliquer cette disparition, pas même le début d'une explication ou d'une piste. Rien. Jusqu'à ce que, 2 jours après sa disparition, les gendarmes retrouvent son véhicule grâce au système de géolocalisation. Celui-ci est garé sur un parking public du massif du Pilat, à 5 km de là. Encore une fois, les enquêteurs ne trouvent rien. La seule chose inquiétante est que le véhicule est retrouvé non loin d'un barrage, endroit où un certain nombre de personnes ont mis fin à leur jour. Se serait-il suicidé? Pour quelle raison? Ses proches sont catégoriques. Il n'est pas dépressif. Il n'a jamais exprimé la moindre envie d'en finir. Il n'a aucune raison de se suicider. Dans le doute, des plongeurs fouillent la rivière. Mais rien. Toujours rien. Fort de son succès, Philippe avait tendance à étaler sa réussite. Aurait-il provoqué des jalousies de la part de proches ou de concurrents? Aurait-il été enlevé en l'échange d'une rançon? Mais dans ce cas, pourquoi la demande tarde-t-elle? Le 4 mars 2012, Philippe a disparu depuis près d'une semaine. Devant le manque de résultats de l'enquête officielle, les proches de Philippe se mobilisent pour le chercher par leurs propres moyens. Ils partent de l'endroit où on a retrouvé le véhicule et commencent à explorer les lieux. Ils finissent par retrouver le corps de Philippe non loin de là, dans la forêt. Ils appellent aussitôt les gendarmes. Les enquêteurs arrivent sur les lieux et, selon les premières constatations, il a reçu 3 balles dans le dos et à l'arrière du crâne. Tué par derrière. Cela signifie que Philippe Gléty a été exécuté. Lorsque la police scientifique arrive sur les lieux et commence à récolter les indices, elle tombe sur une douille de projectiles de calibre 8 mm. Ce n'est pas très courant. Ça correspond essentiellement à des armes anciennes, des armes de collection. De plus, on retrouve sur son corps son portefeuille, contenant plusieurs centaines d'euros. On ne l'a pas tué pour le braquer.
Philippe assassiné? Comment est-ce possible? Ses proches n'en reviennent pas. Ils ne comprennent pas qui pouvait lui en vouloir au point de le tuer. Les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Ils n'ont pas beaucoup d'indices à se mettre sous la dent. Alors, ils décident de commencer en cherchant dans la vie privée de Philippe Gléty. Et là, tout devient plus intéressant. Il se trouve que la victime est aussi un coureur de jupons notoire. Il aime les femmes. Il fait souvent appel à des call girls. Et un coureur de jupons extrêmement actif. S'il multipliait les aventures, il ne se privait pas pour le faire également au sein de son entreprise. Collaboratrices, employées, clientes, la liste est potentiellement longue. Une femme jalouse, un mari cocu. La piste du crime passionnel se dessine de plus en plus. Alors les enquêteurs réinterrogent les employés avec une idée en tête. Déterminer qui, dans l'entreprise, pourrait être une de ses maîtresses. Si on trouve bien une maîtresse qui entretenait une liaison avec son patron depuis des années, c'est surtout l'actuelle femme de Philippe qui entre en ligne de mire. En effet, Philippe voulait divorcer. Et ça tombe bien. Cette Stéphanie avait tout de suite paru suspecte aux enquêteurs lorsqu'elle était venue signaler la disparition de son mari. Elle ne semblait pas très inquiète, pas aussi inquiète qu'elle aurait dû l'être. De plus, il découvre que Philippe avait modifié récemment son testament afin de diminuer la part d'héritage revenant à sa femme en cas de décès. Sauf que le rapport d'autopsie tombe à ce moment-là. Philippe Gléty est mort le lundi 27 février entre 11h et 13h. Et les relevés des appels téléphoniques de son téléphone portable indiquent que Stéphanie était chez elle dans le même laps de temps. Cependant, il l'interroge quand même à tout hasard. Et elle va raconter une histoire curieuse. Le 13 novembre 2007, au siège de son entreprise, un homme se pointe dans les bureaux de Philippe Gléty et le menace avec un couteau. Cet homme n'est autre que le mari de Stéphanie, la future femme de Philippe. Il venait d'apprendre que sa femme le trompait et ne semblait pas très content. Sa colère a-t-elle été décuplée lorsque sa compagne l'a quitté pour se marier avec Philippe Gléty? Serait-il possible que ce soit lui ou un autre mari trompé? Mieux encore, l'ex-mari de Stéphanie est en couple avec l'ex-compagne de Philippe Gléty, elle-même également trompée par Philippe avec Stéphanie.
Les enquêteurs tiennent alors leurs coupables. Ils sont sur le point de les interpeller pour les emmener chez le juge, lorsque le 8 mars 2012, au matin, Philippe Beau, le mari de Bettina Beau, une proche collaboratrice de Philippe Gléty, contacte les gendarmes. Alors qu'ils étaient sur le point de prendre leur petit déjeuner, Bettina, 41 ans, sa femme, soulage brusquement sa conscience. Elle avoue avoir tué Philippe Gléty avec une des armes de collection de son mari. Bettina travaille dans l'entreprise de Philippe Gléty depuis le début, depuis la création. Au fil des années, elle est devenue une proche collaboratrice de son patron, s'investissant énormément dans l'entreprise. Elle est non seulement présente, mais très appréciée de tous. Elle est considérée comme le numéro 2 de l'entreprise. Bien entendu, Bettina Beau n'est pas seulement une collaboratrice, elle est aussi une maîtresse, une régulière depuis plus de 15 ans. Bettina Beau se rend donc à la gendarmerie pour avouer son crime. Elle confesse car elle n'a pas trop le choix. Comme les enquêteurs soupçonnaient une maîtresse, il ne leur faudra pas longtemps avant de découvrir qu'elle fait partie de la liste. Il ne leur faudra pas longtemps non plus pour fouiller dans sa vie et comprendre que c'est elle qui a fait le coup. Elle a justement reçu la visite des gendarmes le 7 mars, la veille de sa confession. Ces derniers sont venus perquisitionner chez son mari et elle et ont saisi devant elle les armes de collection du mari afin de les analyser. Parmi ces armes, un revolver de calibre 8 mm qui pourrait correspondre à l'arme du crime. Le temps de Bettina est alors compté avant qu'il ne comprenne. Elle en est consciente. Voici donc ce qu'elle raconte sur le déroulement des faits. Le 27 février 2012, elle se lève tôt pour récupérer une arme de son mari exposée dans une vitrine, puis la dissimule dans son véhicule personnel. À 9h, elle se rend ensuite à son travail, comme d'habitude, et envoie un texto à son patron afin de lui tendre un piège. Elle lui propose des faveurs sexuelles. Le piège fonctionne. Philippe lui donne rendez-vous à l'extérieur de l'entreprise. Chacun prend sa voiture. Sur place, ils prennent un chemin à travers bois. Elle le conduit dans un endroit isolé. Elle s'arrange pour lui laisser quelques pas d'avance et elle lui tire une première fois dans le dos. Philippe s'effondre instantanément. Elle vide alors le chargeur, histoire de l'achever. Il prend 2 projectiles de plus. Stupeur parmi les proches. Comment cette femme, proche collaboratrice, qui vénérait presque son patron, est-elle devenue son assassin ? Pour eux, ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Oui, pourquoi ?
Et les gendarmes se posent la même question. En matière professionnelle comme sexuelle, Philippe Gléty exige beaucoup. Bettina semble être arrivée au maximum de ce qu'elle pouvait endurer. Elle n'aurait plus supporté d'être le jouet sexuel de son patron et aurait décidé d'y mettre fin. Cependant, Bettina avoue n'avoir jamais utilisé une arme à feu avant le jour du meurtre. Serait-il possible qu'elle ait eu un complice ? Son mari, par exemple. Il aurait toutes les raisons, lui, d'en vouloir à Philippe Gléty. Ce dernier est mis en garde à vue. Le jour du meurtre, il était tout seul chez lui. Il n'y a aucun témoin pour confirmer qu'il y soit resté. Sauf que, coup de chance, au moment du crime, quelqu'un a appelé Philippe Beau chez lui, sur le téléphone fixe, et ce dernier a répondu. Il est donc mis hors de cause. Il ne reste que Bettina et son crime passionnel. Mais là encore, les gendarmes découvrent que ce n'est pas aussi simple. Rien ne permet de dire que Bettina Beau aurait subi les exigences sexuelles de son patron. Tous les rapports qu'elle a eus semblent consentis. Les enquêteurs découvrent que la jeune femme a, elle aussi, une sexualité très libérée, libertine même, et elle le reconnaît bien volontiers. Au regard de ces détails, la piste du crime passionnel s'étiole. Tout a été méthodique et parfaitement organisé. Rien qui laisse transparaître un crime spontané, comme le serait un coup de folie passionnel. Elle a pensé à prendre le téléphone portable de Philippe Gléty dans la poche de son pantalon. Elle a aussi pensé à ramasser les douilles des projectiles, même si elle en a oublié une sur place. Elle se débarrassera des douilles en chemin. Elle rentre chez elle et remet l'arme de collection à sa place, ni vue, ni connue. Puis elle détruit le téléphone de son patron à coups de marteau avant de s'en débarrasser dans une poubelle. Et elle continue sa vie comme si de rien n'était. Elle va même jusqu'à s'inquiéter avec les autres de la disparition de son patron. Mais les enquêteurs n'en restent pourtant pas à ses aveux. Ils décident de creuser toujours plus loin et découvrent que Bettina pourrait avoir un autre mobile. Depuis 8 ans, Bettina mettait la main dans la caisse de l'entreprise et prélevait de l'argent. Oui, elle piquait dans la caisse. Lorsque les enquêteurs font les comptes, la somme s'élève à un peu plus de 36 000 €. Elle allait même jusqu'à imiter la signature de son patron. De plus, depuis l'agenda de la victime, les enquêteurs découvrent que le 27 février, Philippe Gléty avait prévu un point financier avec Bettina. Mais Bettina nie cette version. Non, elle n'a pas tué son patron pour l'argent. Elle a juste craqué. Trop de travail, trop de pression. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. Elle était dépassée. Une sorte de surmenage, de burn-out. La crise financière de 2008 avait frappé l'entreprise de Gléty de plein fouet et, comme beaucoup, elle avait du mal à redresser la pente.
Les conditions sont telles qu'il devient plus exigeant avec tout le monde, Bettina ne faisant pas exception. À tel point qu'elle doit parfois travailler le samedi ou le dimanche, depuis chez elle, ou parfois alors qu'elle est en vacances. Épuisée, fatiguée, éreintée, elle aurait sombré. Désormais, pour se sortir de cette aliénation, elle doit se débarrasser de son patron. Sauf que les amis, la famille et les autres collaborateurs ne sont pas d'accord. Philippe n'était pas un tyran. C'était un homme de sang-froid, calme et déterminé, plutôt stoïque. Exigeant, certes, mais pas au point de harceler les gens. De plus, certains proches avouent que, peu de temps avant de mourir, Philippe Gletti aurait évoqué l'idée de licencier Bettina car il n'était plus satisfait du travail qu'elle fournissait. Pour eux, le mobile est clair. Elle s'était tant investie dans l'entreprise qu'elle estimait mériter un poste de numéro 2 et ne supportait pas d'être écartée. Elle aussi était l'artisan de cette réussite. Un crime d'ego, un crime d'orgueil, ni plus ni moins. Alors, harcèlement, jouet sexuel, femme craquant sous la pression, femme ambitieuse et machiavélique. Quelle est la vérité ? Si elle a tué son patron, c'est certain, le mobile reste encore flou. Ce sera donc au jury de trancher. Le 21 mai 2014, cour d'assises de la Loire à Saint-Étienne, dans son box des accusés, Bettina fait pâle figure. Rongée par les remords, elle semble incapable de donner d'explication, laissant la famille dans l'expectative. Elle bafouillera quelques excuses, mais ne dira rien de plus, préférant se recroqueviller sur elle-même. Il n'y aura aucune révélation de dernière minute, aucune surprise. Les jurés doivent trancher, désespoir ou intérêt. Le 23 mai, la cour d'assises reconnaît la préméditation. Bettina Bau est condamnée à 18 ans de réclusion criminelle au lieu de la perpétuité encourue. Une décision mi-figue, mi-raisin. Bettina ne fait pas appel de cette décision. La peine est donc définitive. Ainsi, la justice des hommes a été rendue. La justice a été rendue, mais sans éclaircir réellement les motivations de la meurtrière. Certains y voient une femme sans défense, sous l'emprise d'un homme, tyran sexuel, qui n'hésite pas à exiger les faveurs de sa secrétaire. Une sorte de droit de cuissage qu'elle ne pouvait pas refuser. Pour d'autres, Bettina n'aurait pas tué pour 36 000 €. Surtout qu'aucun comptable n'avait jamais rien trouvé en 8 ans. Comment Philippe Gletti s'en serait-il rendu compte, lui ? Des questions qui n'ont, heureusement, pas empêché la justice de faire son travail et de rendre un verdict. Ainsi, malgré toutes les zones d'ombre, la justice a tranché.
Cependant, il y a quelques petits détails qui m'alertent. Tout d'abord, la coïncidence troublante entre le point de situation financière et la mort de Philippe Gléty. Le fait est que nous sommes en réalité de vraies machines. Nous ne faisons rien ou quasiment rien par hasard. Et un manipulateur encore moins qu'un autre. C'est trop étrange pour n'être qu'un hasard. De plus, la méthode employée pour l'exécution est beaucoup trop élaborée. Betty Nabo a tué son patron de façon méthodique, calculée, orchestrée. Rien qui laisse supposer un coup de folie. Rien qui laisse transparaître l'intervention du hasard. C'est trop étrange pour n'être qu'un hasard. Alors, en mettant les deux ensemble, lorsqu'elle tue son patron quelques heures avant le point financier qui avait lieu le jour même, je ne peux pas y voir un hasard, mais juste un lien de cause à effet. Tout comme elle avait compris que l'étau allait se resserrer sur elle lorsque les enquêteurs ont mis les armes de son mari sous scellé, elle a compris que Philippe Gléty allait peut-être se rendre compte de ses malversations financières. Elle a alors compris qu'elle devait agir rapidement. Voilà ce qui s'est passé. L'ambition. Ce désir ardent qui nous habite tous plus ou moins, et certains plus que d'autres au point de les consumer. Car l'ambition apporte généralement pouvoir et argent. On n'en a jamais trop, on n'en a jamais assez. Betty Nabo est ambitieuse, très ambitieuse. Lorsqu'elle commence à travailler avec Philippe Gléty, qui vient tout juste de fonder son entreprise, elle comprend que, si elle manœuvre bien, elle peut profiter de son succès. Surtout que Philippe Gléty a un point faible, le sexe. C'est son péché mignon. Elle est une femme, encore jeune, et tout à fait au goût de son patron. Elle sait à quel point la plupart des hommes sont aisément manipulables par la braguette. Elle va en profiter au mieux. Mais si elle veut se hisser, elle doit faire mieux qu'être une simple maîtresse. Alors, comme elle touche l'intimité de Philippe, elle est plus à même de lui susurrer au creux de l'oreille, de lui faire confiance, qu'il peut se reposer sur elle, qu'elle peut prendre en charge certaines opérations. Et elle finit par devenir son bras droit, à tel point qu'il lui confie même une activité qui lui permet d'être au contact direct avec l'argent. C'est elle qui encaisse les paiements. Elle touche les chèques, au sens propre, car elle les a dans les mains, entre les doigts. Elle peut palper le papier, sentir leur odeur. Il ne lui suffirait qu'un peu d'astuce pour en détourner une partie à son profit. Elle commence par ne pas en encaisser une petite somme, histoire de voir si quelque chose se passe, si quelqu'un remarque la disparition, qu'elle pourrait justifier par un oubli et rectifierait rapidement. Mais non, rien. Personne ne remarque rien. Alors, méticuleusement, elle va détourner une partie de l'argent, toujours de petites sommes, jamais trop, pour passer sous les radars. 36 000 € en 8 ans, c'est peu.
Ça fait 4 500 € par an en moyenne. Mais ça peut mettre un peu de beurre dans les épinards. Ça fait un bon gros 13e mois. Si elle a commencé par peu, elle a très probablement augmenté les sommes au fur et à mesure du temps, rendant les détournements plus risqués. Et d'autant plus risqués qu'ils peuvent rapidement s'étaler au grand jour si une personne un peu trop scrupuleuse commençait à fouiller. Ce qui oblige presque naturellement à faire du présentéisme, toujours plus, pour vérifier que tout continue à se dérouler correctement. Ce qui oblige en contrepartie une surveillance constante. C'est pour cette raison que certaines entreprises, notamment les banques, demandent à leurs employés de prendre 2 semaines de vacances consécutives afin que les montages financiers de détournement ou d'extorsion s'effondrent et apparaissent au grand jour. Et cette incitation au présentéisme va dans le sens de la pente naturelle de Bettina, dont la personnalité manipulatrice l'oblige à rester proche de sa victime, afin de la travailler au corps en permanence, sans compter être sur tous les fronts pour être indispensable et satisfaire à terme son ambition. Sauf que son présentéisme commence à lui accaparer tout son temps personnel, puis tout son temps cerveau, la fameuse charge mentale, amplifiée par la crainte que ses détournements ne soient découverts, à tel point que son état de santé commence à se détériorer. Et malgré son investissement personnel, elle n'a pas la récompense méritée. Oh, pas parce que Philippe Gléty est un ingrat, non, mais parce que l'intuition est bien faite. Même si nous n'avons pas la preuve de leur travers, les manipulateurs laissent toujours derrière eux comme une impression étrange, sans jamais savoir exactement quoi. Et c'est justement ce qui éveille notre méfiance. Probablement aussi celle de Philippe Gléty. Alors, lorsque son patron organise même un point de situation, elle y voit un risque, un événement qui pourrait mettre à jour ses détournements. Parce que les manipulateurs sont toujours à l'écoute, afin de toujours anticiper et préparer des stratégies d'évitement. Grâce à l'écoute, elle a compris que l'étau se resserrait sur elle et qu'elle ne pouvait plus faire illusion. Elle s'est donc rendue aux autorités. Grâce à l'écoute, elle a aussi anticipé que ces malversations financières pouvaient être découvertes, car, fatiguée par les longues journées, elle doute de sa capacité à avoir masqué ses actions proprement. Elle a peut-être commis des erreurs, plus que d'habitude, à tel point que son patron commence à être non seulement suspicieux, mais également insatisfait de son travail et serait sur le point de la licencier. Et s'il la licencie, il ne faudra pas longtemps pour découvrir qu'elle a piqué dans la caisse. Et là, c'est certain, son image lisse se brisera à tout jamais. Elle ne peut pas se le permettre. Elle doit agir. Elle a probablement tenté de reporter ou d'annuler ce point. Mais elle a utilisé tous ses artifices, exploité toutes ses ruses, usé de toutes ses manipulations. La réunion arrive enfin, le couperet du destin. Ou peut-être pas. Acculée, elle n'a alors plus qu'une seule solution, tuer son patron. Ce n'est pas la meilleure,
mais c'est la moins pire, surtout si elle s'arrange pour ne pas être suspectée. Alors, elle se décide à lui tendre un piège en utilisant la même technique qu'elle utilise depuis des années pour le manipuler, le sexe. Elle le connaît. Il ne refusera pas. Et pour le tuer, une arme à feu. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Son mari en possède justement. Elle n'a qu'à tendre la main pour en attraper une. Et pour ceux qui pensent qu'une femme inexpérimentée ne peut pas utiliser une arme à feu, les armes à feu sont des outils élaborés pour être efficaces et simples d'emploi. Ce qui veut dire qu'il est aisé de les manipuler, il est aussi aisé de tuer. Le tout sans jamais en avoir tenu une auparavant. Ce n'est pas nécessaire. Nous baignons dans une civilisation qui possède la télévision. Le moindre film policier montre comment charger un revolver et tirer. Il n'y a qu'à imiter. Je suis prêt à parier qu'elle a choisi, au moins inconsciemment, une arme qu'elle reconnaissait et qu'elle était donc capable de manipuler, conformément à ce qu'elle imaginait par rapport à des souvenirs de films, de séries, ou peut-être même avoir vu son mari. Arrêtons de croire qu'une personne qui n'a jamais tenu une arme dans les mains est, de fait, incompétente à tirer. Il suffit de viser et d'appuyer. C'est aussi simple pour les hommes que pour les femmes. Le jour J, elle lui envoie un SMS pour lui donner rendez-vous dans un endroit qu'ils ont l'habitude de fréquenter lorsqu'ils veulent se trouver à l'écart des regards. Elle le fait passer devant et l'abat froidement, lâchement, dans le dos. Puis vide son chargeur sur lui alors qu'il est au sol, récupère les preuves afin de les détruire. Le jour du procès, elle restera silencieuse. Mais ce n'est pas parce qu'elle est rongée par le remords d'avoir tué quelqu'un, non. Si elle avait dû parler, elle aurait dû expliquer son geste. Elle aurait dû expliquer qu'elle ne l'a pas tué parce qu'il la harcelait, alors qu'elle aurait pu porter plainte tout simplement. Elle aurait dû expliquer qu'elle ne l'a pas tué pour soulager la pression professionnelle qu'elle avait sur les épaules, alors qu'elle aurait pu démissionner tout simplement. Non, elle aurait dû expliquer que, tant qu'il était vivant, elle risquait qu'il découvre qu'elle avait piqué dans la caisse. Bettina Bau a été victime du biais d'égocentrisme. Parce qu'elle savait qu'elle avait détourné de l'argent, une évidence puisqu'elle en était l'acteur, elle avait l'impression que ça se voyait comme le nez au milieu du visage. Pour elle, selon son point de vue, c'était tellement visible que tous ceux qui l'entouraient ne pouvaient pas faire autrement que s'en apercevoir. Tant et si bien qu'ils passaient leur temps à la tester pour la piéger. Ce n'était pas possible autrement. Toute question devenait suspecte, comme un test, prêcher le faux pour savoir le vrai. Ainsi reconnaît-on les menteurs, par le biais d'égocentrisme, cette propension, ce réflexe, ce cheminement de pensée qui consiste à voir des pièges, des intentions cachées, des sous-entendus. Derrière chaque phrase, chaque question, chaque étonnement, même les plus anodins et les plus innocents. Et pour les éviter, il faut une attention constante afin de les déjouer. Mais cette attention constante finit par épuiser psychologiquement et physiquement. C'est aussi pour cette raison qu'il faut travailler
les interlocuteurs au corps, pour s'assurer en permanence de ce qu'ils savent et ce qu'ils ignorent, et reprogrammer le plus vite possible la moindre pensée douteuse germant dans leur esprit. Le mieux placé pour la piéger était Philippe Gléty. Et lorsqu'il lui a placé un point financier, elle y a vu un piège de plus. Et s'il se rendait compte, preuves à l'appui, qu'elle avait détourné de l'argent, alors la confiance serait perdue. Ce n'est pas les 36 000 € le problème. Ça, c'est un raisonnement d'une personne innocente. Non, le problème n'est pas le montant, mais l'argent volé. Quand vous volez, vous êtes un voleur. Et si le masque tombait, alors tout le monde aurait su qui elle était. Elle aurait dû faire face au regard méfiant de ses collègues, de ses amis, de sa famille, de ses voisins, et cela tous les jours de sa vie. Elle ne pouvait pas se le permettre. Elle devait empêcher son patron d'avoir des preuves. Licenciée, elle, après tous les efforts qu'elle avait faits ces 15 dernières années pour se hisser là où elle était, elle n'allait quand même pas laisser son patron tout anéantir. Elle avait jusqu'à céder à ses caprices et exigences sexuelles. Elle n'avait quand même pas fait tout ça pour rien. Ces 4 500 € par an, ce n'est pas très cher payé pour être sa call girl personnelle. Il y gagnait au change. Oh, me direz-vous, elle est libertine. Elle y trouvait aussi son compte. Libertine ? Peut-être. Ou peut-être pas. Lorsque les enquêteurs lui ont avancé les preuves que ses relations sexuelles qu'elle avait avec son patron n'étaient pas subies mais parfois initiées par elle, deux possibilités se sont esquissées. Soit elle niait, soit elle confirmait. Si elle avait nié l'évidence, les gendarmes auraient alors cherché une autre explication, un autre cheminement de pensée. Et ils seraient peut-être arrivés à la conclusion qu'elle utilisait le sexe comme moyen d'arriver à ses fins et donc dévoiler sa façon de fonctionner. À partir de là, elle serait devenue, sans l'ombre d'un doute, une odieuse manipulatrice. Et ils auraient alors compris la vraie motivation de son crime. Elle leur a donc donné un os à ronger. Elle a préféré passer pour une libertine, une femme facile, pour cacher une vérité encore plus inavouable. Bettina Bau n'est pas un personnage ordinaire. Elle n'est pas la faible femme, fragile, dépeinte par ses défenseurs. Non. Elle fait partie de ces individus qui ont deux facettes, la facette privée et la facette publique. Et l'une et l'autre sont tellement différentes qu'ils sont prêts à tout pour conserver une image publique aussi lisse et parfaite que possible. Prêts à tout, même commettre l'irréparable. Si elle avait dû s'expliquer lors de son procès, elle aurait dû avouer de sa bouche, avec ses propres mots, qu'elle était une voleuse. Non, plutôt mourir que l'avouer. Plutôt tuer que l'avouer. Plutôt aller en prison que l'avouer. Alors elle a bafouillé quelques excuses, mais aucune explication. Tout ce qu'un accusé disant pouvant être retenu contre lui lors de son jugement
son silence lui a bénéficié grâce à un doute raisonnable. Grâce à cela, elle a écopé d'une peine de 18 ans de prison, au lieu des 30 ans qu'elle risquait. À la lumière de cette interprétation, le tueur est donc tout désigné, et la justice des hommes a été rendue. Mais la justice a-t-elle été bien rendue ? La réponse est non. Il ne s'agissait pas d'une sorte de légitime défense. Elle a pris une arme de son mari, tendu un piège à son patron, l'a abattu par derrière sans lui laisser le temps de comprendre pourquoi, l'a achevé au sol, a récupéré les preuves pour les détruire et a continué sa vie comme si de rien n'était, allant même jusqu'à feindre l'inquiétude et la compassion. Ça s'appelle de la préméditation. C'est une exécution pure et simple, un assassinat. Elle a eu de la chance. Sa culpabilité a entraîné son silence, et son silence a entraîné un doute raisonnable, et le doute doit profiter à l'accusé. En attendant, elle devra aussi purger sa peine et en profiter pour méditer sur ce qui s'est passé avant de définitivement passer à autre chose, si elle en est capable. Mais ceci est une autre histoire.